C'est quoi la réglementation substance? Donc, c'est vaste, c'est étendu. Donc on voit déjà que, dans le monde, on n'a pas qu'en Europe où il y a des réglementations, sur les substances. On a d'autres dispositions qui sont, plus ou moins abouties en fonction du pays. On peut voir des dispositions, aux États-Unis par État ou en Corée, au Japon, en Turquie, en Chine. En fait, REACH, c'est un règlement européen qui date de 2006. Ça fonctionne bien dans la gestion des produits chimiques en Europe et du coup, certains pays, copient parfois un petit peu, les dispositions de REACH, les adaptent dans leur pays. Il y a d'autres pays, ils disent: «Non, c'est pas forcément applicable, c'est pas forcément la bonne logique et on veut faire un règlement, mieux applicable dans le pays». Par exemple, au Canada, il faut déjà montrer patte blanche pour le produit chimique pour pouvoir le fabriquer, l'utiliser, au Canada, par exemple. En Europe, c'est l'inverse. On peut tout utiliser, sauf si on l'a étudié et qu'on dit que c'est interdit. Ensuite, il y a pas que le règlement REACH, il y a plein d'autres, règlements où, ça, prend en compte des substances. Donc on peut avoir très bien des directives. Donc juste un petit rappel, c'est quoi le règlement vis-à-vis d'une directive? Donc c'est 2 dispositifs européens. Le règlement, c'est applicable dans toute l'Union européenne. La directive, il faut que ça soit transposé en droit national pour que ça soit appliqué. Une directive, dans sa transposition, peut être plus stricte dans les pays par rapport à la directive, européenne. Donc on a VHU, la directive VHU, véhicules hors d'usage. On a la directive RoHS, donc pour les produits électriques et électroniques. On a aussi des listes sectorielles. Donc là, je vous ai mis la liste, GADSL pour le secteur automobile, mais on peut en avoir aussi, dans la défense, dans l'aéronautique et cetera. Il y a des entreprises, des donneurs d'ordre, des filières qui, interdisent ou, obligent à déclarer certaines substances dans les produits. On a le règlement de biocides, bien sûr REACH, conflit mineral, aussi bien aux États-Unis ou en Europe. Le règlement POP, polluants organiques persistants. La base de Skip, c'est pour permettre de connaître les substances préoccupantes dans les articles à recycler et il y en a, plein d'autres en élaboration. Donc on peut citer, par exemple, le passeport, numérique, la taxonomie, tout ça, il y a des notions de substance à prendre en compte. Ces dernières années, on voit un petit peu une montée en puissance des, dispositions sur les substances. Donc REACH, c'est un règlement européen, donc ça s'applique dans toute l'Union européenne de façon identique. Donc, il faut savoir que du coup, la Suisse n'est pas impactée, ni le Royaume-Uni avec le Brexit. Donc c'est un règlement en vigueur depuis 2007. Donc son but est de protéger la santé humaine et l'environnement. Ça concerne du coup l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, donc l'ensemble de nos cotisants sont impactés. Donc on peut avoir du coup en fonction du statut de l'entreprise, des exigences différentes et ça s'applique aux substances, aux mélanges, donc un mélange de plusieurs substances ou aux produits contenus dans les articles. Donc du coup, vraiment, tous les mécaniciens sont impactés. REACH est constitué de 4 processus: l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation, la restriction. L'enregistrement consiste à faire la cartographie des substances à plus d'une tonne qui sont fabriquées ou importées en Europe. Donc là, le but est de récolter des informations sur la tox et le risque notamment via l'enregistrement. L'évaluation, donc là, c'est on évalue les substances qui sont cartographiées en Europe, donc via la phase d'enregistrement, pour voir si certaines substances enregistrées peuvent avoir des risques pour la santé ou pour l'environnement. Après, en découle un certain nombre de dispositions réglementaires. Ça peut rester dans REACH, l'autorisation restriction. Ça peut aller dans d'autres réglementations européennes. Donc, par exemple, les RoHS, directives jouets, l'alimentarité et cetera en fonction du type d'utilisation et du type de danger de la substance et ça peut aller, sur des dispositions plutôt nationales parce qu'il y a une utilisation qui est vraiment plutôt nationale qu'européenne ou, ça peut, conclure qu'il n'y a pas d'action supplémentaire parce que le risque est suffisamment géré en Europe. Ensuite, on a le troisième processus, l'autorisation. Donc là, l'autorisation, c'est une interdiction sauf autorisation temporaire renouvelable des substances les plus préoccupantes. Donc on peut citer par exemple les cancérogènes, les mutagènes, reprotoxiques, ce qu'on appelle les CMR ou les perturbateurs endocriniens. La restriction, dernier processus, c'est une interdiction partielle ou totale des substances selon des usages. Donc là, il y a à chaque fois une substance, un groupe de substances qui est restreint pour une application donnée. Là, je vais vous détailler un petit peu les obligations par acteur.
qu'on entend, dans REACH. Donc j'ai fait, succinct, hein, je vous ai pas forcément tout détaillé. Donc pour le fabricant de substances, c'est très rare en mécanique, c'est l'enregistrement des substances fabriquées à plus d'une tonne par an et par entité juridique. Donc on peut enregistrer soit de façon individuelle ou de façon, collective en rejoignant un consortium avec, du coup qui utilise la même substance, qui fabrique ou qui importe la même substance, en Europe. Ensuite, on établit les fiches données de sécurité, les FDS, si le produit chimique est considéré comme dangereux selon le règlement CLP. Donc, c'est un autre règlement européen sur la classification et l'étiquetage des produits chimiques. Concernant l'importateur de substances et de mélanges, ça peut arriver pour nos cotisants. Donc là, il faut enregistrer les substances importées et en fait, on enregistre chaque substance importée. On n'enregistre pas le mélange, on enregistre chaque substance qui est contenue, qui dépasse la tonne par an et par entité juridique. Donc là, c'est pareil, soit en individuel ou via un consortium. On établit les fiches de sécurité si le mélange est considéré comme dangereux selon le règlement CLP. On conseille beaucoup pour les importateurs de substances et de mélanges. C'est pas le métier de nos mécaniciens. Quand on enregistre, c'est pas un petit griffouillis qu'on envoie à l'Agence européenne des produits chimiques. Il y a quand même un dossier assez conséquent avec les propriétés physico-chimiques, les propriétés tox et écotox, le rapport sur la sécurité chimique. Tout ça, ça s'improvise pas. Il faut connaître, c'est un métier. Et donc généralement, les mécaniciens, ils sont pas forcément les compétences en interne, donc du coup, ils sous-traitent. Et généralement, pour une petite structure qu'on accompagne, on privilégie surtout de changer de fournisseur et de trouver un européen. Ensuite, concernant les importations de pièces, donc on voit beaucoup de mécaniciens qui apportent des pièces, des vis, des sous-ensembles, et cetera. Donc ça peut être des pays asiatiques ou autres. Donc là, il est bien important que, l'importateur européen est responsable de son importation. Et il faut connaître la présence de substances de la liste candidate, dites les SVHC, les substances extrêmement préoccupantes, si c'est présent à plus de 0,1%. Donc ça peut être vite un casse-tête. Alors on peut toujours demander à son fournisseur non européen s'il peut nous communiquer la présence de SVHC dans l'article qu'on importe. Donc soit il joue le jeu, tant mieux pour l'entreprise, soit il joue pas le jeu et là, dans ce cas-là, c'est un petit peu plus compliqué pour l'entreprise. Soit on peut faire une analogie. Donc j'importe une pièce, métallique, donc je sais la référence, de l'alliage, il est normé, donc comme ça je vais savoir s'il y a potentiellement, des substances SVHC. Par contre, si on importe une pièce, polymère, là on peut avoir toutes sortes de SVHC, beaucoup et ça dépend beaucoup de la formulation, du polymère. Donc là, c'est presque impossible de faire par analogie, donc il faut faire des analyses chimiques. Donc les analyses chimiques, c'est coûteux, c'est valable à temps, 0 et donc du coup, il faudrait refaire l'analyse, chimique, tous les 6 mois parce que la liste candidate est mise à jour tous les 6 mois. Également, il faut faire attention quand on importe de pas, importer, du coup, un article avec une restriction qui est applicable selon son usage en Europe. Ensuite, pour un utilisateur de produits chimiques qu'on appelle, dans le règlement un utilisateur en aval, il faut faire, l'inventaire des produits chimiques, sur le site. Donc là, c'est une obligation du code du travail français, hein, pour, notamment faire, les documents uniques, et cetera. Ensuite, mettre en place les mesures de gestion des risques pour les substances utilisées. Identifier les éventuelles restrictions d'usage. Donc, par exemple, le bisphénol A peut pas être utilisé dans les papiers thermiques. Si l'entreprise fabrique du papier thermique, du coup, l'entreprise ne peut plus, utiliser le bisphénol A. On a par exemple, tout ce qui est, mousse polyuréthane. Pour fabriquer du mousse, polyuréthane, il faut des diisocyanates. Les diisocyanates, ils font former les employés pour utiliser le diisocyanate en toute sécurité. Donc si une entreprise, utilise du diisocyanate, bah, du coup, il faut respecter la restriction, la formation des salariés. Ensuite, l'entreprise ne doit pas, utiliser une substance soumise à autorisation sans une autorisation, qui est applicable pour, l'utilisation qui en est faite. Donc il faut savoir que, du coup, dans l'autorisation, la substance, elle est interdite en Europe et que pour pouvoir utiliser ces substances, il faut déposer une demande d'autorisation. Donc là, c'est un dossier quand même assez conséquent. En plus, il y a une redevance à payer pour déposer le dossier à l'Agence européenne des produits chimiques. Donc c'est un coût. Donc pour obtenir une autorisation, il faut quand même débourser de l'argent et cet argent, il faut la répercuter pardon, sur le prix de vente, des produits fabriqués.
Ensuite, pour les fabricants manufacturiers, donc ce qu'on appelle des producteurs d'articles dans l'Union européenne, il faut communiquer à son client la présence de substances de la liste candidate si celle-ci est supérieure à 0,1%. Cette exigence-là, c'est juste une exigence de communication. Elle est fastidieuse pour les entreprises. Ça nécessite de récolter l'ensemble des informations des fournisseurs, regarder les produits chimiques qu'on utilise et faire des calculs pour savoir si ça dépasse 0,1%. Les 0,1% se calculent sur le plus petit article possible. Donc, par exemple, pour un constructeur de voitures, s'il y a un écrou avec une SVHC, le calcul se fait la masse de SVHC dans l'écrou divisé par la masse de l'écrou et non pas divisé par la masse de la voiture. Donc, ça peut aller très vite. Et donc, du coup, cette obligation de communication est très fastidieuse et demande beaucoup de temps pour les entreprises de la mécanique. Donc, elle ne doit pas utiliser de substances soumises à autorisation sans autorisation et des substances soumises à restriction. Donc, il faut bien regarder les restrictions si c'est applicable pour l'utilisation que, en fait, le producteur et en fait son client. Et enfin, les distributeurs, donc là, c'est un petit peu plus léger, c'est juste de communiquer les informations du client vers le fournisseur et inversement, du fournisseur vers le client. REACH ou la réglementation des substances, c'est un sujet complexe. Donc, nos mécaniciens ne sont pas des chimistes. Et donc, du coup, pour eux, il y a une difficulté quand ils fabriquent ou quand ils achètent une pièce, un produit chimique, pour savoir si, du coup, ces produits chimiques sont impactés par REACH ou par d'autres réglementations. Ça évolue très rapidement, il y a besoin d'une veille permanente. Donc, je vous ai mis un petit peu les échéances, tous les 6 mois pour la liste candidate, les 18 mois à peu près pour la liste d'autorisation, au fil de l'eau pour la liste des restrictions. Donc en plus, il y a même pas des dates à respecter pour la restriction, c'est suivre, en continu s'il y a des nouvelles restrictions et également on a des modifications du texte réglementaire en lui-même, donc des nouvelles dispositions ou des dispositions qui ont un petit peu changé. Donc ça et en plus ces dispositions, il faut savoir les interpréter, les savoir comment dans l'entreprise ça impacte l'entreprise et comment après se conformer, dans l'entreprise. Dans les PME, il y a pas forcément une personne dédiée à la réglementation. C'est parfois, le patron, la personne qui s'occupe de la qualité. C'est un sujet d'actualité, donc avec une préoccupation grandissante. On a, on va dire, les grandes préoccupations. On a les Chrome 6 avec le traitement de surface, Chrome dur, Chrome décor et cetera. On a le plomb, donc dans les alliages, brasages, batterie au plomb, radioprotection, verre et cetera. Je vous ai pas mis toutes les utilisations, mais c'est pour vous donner, des choses. Donc les Chrome 6 sont en autorisation. Le plomb, il est dans l'étape d'avant l'autorisation. Donc là, on ne sait pas trop s'il va passer du coup en autorisation ou pas. Mais en tout cas, ça peut faire très, très mal, aux mécaniciens, le plomb. Et on a un tout nouveau sujet, donc c'est les PFAS, les substances perfluorées. Donc là, on entend peut-être un petit peu parler, donc c'est un sujet aussi, public. Donc si vous habitez à côté de Lyon, il y a des pollutions au PFAS, que ça soit dans les terres, dans les œufs de poule, dans le lait des femmes allaitantes, dans l'eau et cetera. Du coup, là, on commence à faire des mesures et les mesures sont pas bonnes et donc du coup, les PFAS, c'est à peu près une grande famille. Il y a à peu près 10 000 substances dans cette famille, voire peut-être plus et donc du coup, c'est beaucoup utilisé en mécanique. C'est utilisé en petite quantité, mais en petite quantité un petit peu partout. Donc les grandes utilisations, c'est tout ce qui est revêtement fluoré, donc tout ce qui est, anti-adhérent, PTFE et cetera. On a du coup les polymères fluorés, on a dans l'emballage alimentaire, dans les tensioactifs des bains de chrome, par exemple, on en a partout et l'Europe a fait un constat, la réglementation des substances dangereuses ne va pas assez vite. Donc il faut réglementer plus de substances. Donc il y a eu des approches aussi par groupes chimiques qui ont été lancées pour réglementer plus vite. C'est pourquoi pas prendre toute une famille chimique et paf, l'interdire. Également, d'éviter les substitutions dites regrettables. Je vous ai parlé tout à l'heure, il y a une restriction sur l'utilisation, du bisphénol dans le papier thermique qui est interdite. Et donc du coup, on a, substitué le bisphénol A par ses petits cousins, le F, le S et cetera, qui étaient pas forcément utilisés en Europe. Et aujourd'hui, du coup, ces substances-là, comme ils sont maintenant utilisés, on commence à les étudier. On commence à se rendre compte qu'ils sont plus dangereux que le A. Donc en fait, on interdit le bisphénol A pour les
substituées par d'autres substances qui sont plus dangereuses. Donc l'Europe ne veut plus forcément ça, veut éviter les substitutions dites regrettables. Donc là, ça serait plutôt d'interdire toute la famille des bisphénols pour, éviter cette problématique. Il faut également revoir le fonctionnement de REACH. On a vu qu'il y a des fois des trous dans la raquette, comme par exemple, on peut plus utiliser une substance soumise à autorisation, mais par contre, on peut, faire fabriquer en Suisse et après l'importer et tout va bien, on s'est affranchi des dispositions de REACH. Donc la refonte était prévue en 2023, c'était repoussé en 2024. Actuellement dans le programme de la Commission européenne, c'est pas prévu la refonte de REACH. Donc à voir si ça va être en fin d'année ou pour l'année prochaine ou peut-être jamais. Ça, c'est pas nous qui décidons. La réglementation, il y a de nombreux enjeux pour les entreprises. Déjà, un enjeu financier et d'opportunités économiques. Donc, il y a des entreprises qui innovent quand même, qui trouvent des solutions de substitution. L'entreprise qui trouve des solutions de substitution peut rafler des parts de marché. Donc, c'est jouer un petit peu avec, on va dire, les interdictions pour surfer sur quelque chose qui va amener à disparaître. Il y a un enjeu juridique avec la responsabilité pénale et la conformité réglementaire. Garantir l'approvisionnement si on ne maîtrise pas le processus REACH, si on ne qualifie pas des bons fournisseurs, on peut très bien, être en rupture d'approvisionnement. Soit une entreprise qui a pas, enregistré sa substance et du jour au lendemain, elle est contrôlée, elle peut plus du coup livrer. Une entreprise qui a pas fait de demande d'autorisation, donc du coup, du jour au lendemain, elle peut plus, utiliser la substance, soumise à autorisation. Donc ça, c'est vraiment, un risque préoccupant, l'approvisionnement. Un enjeu médiatique, on voit de plus en plus dans les entreprises que le volet environnemental est très important avec, des audits, fournisseurs et cetera. Et également, si on voit dès qu'il y a une pollution, par exemple pour les PFAS, bah, c'est on tape sur l'industriel. Donc le mieux est de ne pas faire de vagues pour, du coup, avoir une bonne image et pas une image néfaste. Respecter les délais projets. Effectivement, si on n'a pas pris en compte la réglementation, on peut avoir des délais qui peuvent être, non respectés et également, c'est important d'avoir la pérennité des choix stratégiques, de déterminer des, produits et process durables. Quand on substitue, c'est pas on substitue, et on ne regarde pas la pérennité. Si c'est pour substituer avec une substance qui va être interdite dans quelques années, du coup, il faudra recommencer la substitution dans quelques années. Donc il est très important du coup de regarder la pérennité des solutions de substitution et parfois ce volet-là n'est pas regardé, on regarde le côté technique et la pérennité n'est pas regardée et des fois il faut recommencer quelques années plus tard. Alors il y a des choses qu'on voit arriver, on peut anticiper, il y a des choses qu'on voit pas arriver et du coup c'est la mauvaise surprise même si on a regardé, la pérennité.